voilà, on était dans cette génération qui s'est imposée à travers le clash. On les appelle d'ailleurs les clasheurs. Oui, les clasheurs, c'est ça. Ouais. C'est pour la première fois que le terme clasheur soit utilisé. Moi je me rappelle, nous on disait non mais tu sais, il va aller rappeur des. Maintenant Memo gaspillé ou le clasheur. Genre on pensait vraiment qu'il y avait une catégorie pour ça. Oui, mais ça existe. Moi dans mon mémoire de fin d'études au conservatoire, donc j'ai étudié sur le rap, donc j'ai classifié. Il y a eu d'abord les pionniers, c'est de la Seking Massassi, et les précurseurs, la génération des Amkoulel, des Booba. Oh non, c'est pas pour te couper. Tu as fait ton mémoire sur le rap? Bien sûr. Waouh. Et j'ai même produit un documentaire qui a été diffusé à l'Institut français lors du festival de Master Soumis. Et ça commence de la période des années 90 jusqu'à 2015. Waouh. Si ça, c'est pas de la passion liée à du savoir-faire, je sais pas ce que c'est. Bon, on va dire qu'il faut essayer de clôturer bien ce qu'on a commencé, ce qui nous a permis d'être ce que nous sommes. Parce que nous, on fait partie de cette génération qui a été sauvée par le hip-hop, on va dire. Donc, c'est-à-dire qu'on écoutait du IAM, on écoutait du Oxmo Puccino, on écoutait du Tatapan, on écoutait moins du MC Solar beaucoup, oui, pour la poésie, mais on écoutait du Positive Black Soul, voilà, on écoutait comment ça s'appelle, de la Funky Family, on écoutait du Public Enemy. Je vais aller taper sur Google tous ces noms-là parce que voilà, je connais 30%. Flavor Flav. Voilà, donc on écoutait tout ça et on essayait de comprendre le sens. Donc voilà, et après il y a eu... c'est-à-dire que nous, quand on écoutait du rap, on allait ouvrir le dictionnaire pour savoir ce qui se passait. Et dans notre génération aussi, tous ceux qui pratiquaient plus ou moins, les textes s'écrivaient en groupe. C'était de la poésie en fait, de la vraie poésie. Et les textes s'écrivaient en groupe. C'est-à-dire qu'on prenait une thématique, on en discutait, on en débattait, et ensuite chacun prend son cahier, on écrit. C'est-à-dire que le flow, tout ça c'était important, mais le contenu aussi. Moi j'ai assisté à des séances d'écriture des Tatapan, où il y avait Abba qui était associé, où il y avait d'autres animateurs radio qui étaient associés, où il y a Bonnie Brasco qui était associé. Et des fois, quand il y a des doutes, on appelle des tontons, on se déplace, on va les voir, on dit « Ah, tonton, on me fait comment il faut, est-ce qu'il y avait ben, est-ce que ça marche ?» Nous, on fait partie de cette génération-là. Ouais. Mais ça ne nous empêchait pas de faire de l'ego trip, ça ne les a pas empêchés de faire le « Warabora Djakmadeno et Aodogo », tu vois. Mais en réalité, le rap, chez nous, était très, très important parce qu'il y avait des choses à dénoncer. Ouais. Et donc, nous, ça nous a permis d'aimer la lecture, d'aimer l'écriture. Donc, c'est pas la même approche. Après, il a évolué parce que le monde a évolué. Et comme j'aime à le dire, le rap est le reflet de la société. C'est vrai. Quand ça ne va pas dans la société, il faut juste écouter les chansons de rap. Maintenant, des fois, ça peut avoir un effet amplificateur. Parce que voilà, il y a des gens qui bénéficient, qui accèdent à des informations s'ils ne sont pas protégés, qui peuvent les inciter à un certain nombre de choses. Et là, c'est le rôle des éditeurs de mesurer cela. Mais le rap est toujours le reflet de la société. Au lieu de s'attaquer au rap, il faut s'attaquer aux problèmes qui sont dénoncés, même involontairement, souvent dans le rap. Donc il y a un système de vases communicants entre la société et le rap. Exactement. Les méfaits de la société inspirent le rap et les œuvres de rap peuvent influencer certaines actions dans la société. Dans le bon ou dans le mauvais sens. Voilà. Exactement. Et nous, ça nous a influencé dans le bon sens. Parce que moi, je le dis aujourd'hui, c'est grâce au rap que je n'ai pas touché à l'alcool, que je n'ai pas touché à la drogue, et que même le thé, je l'ai bu longtemps après. Et ça, il faut l'expliquer aux gars. Le contraste est énormissime. Ben, c'est ça, exactement. Parce que il y a de plus en plus, nous, on est dans l'apologie de la drogue, de tout ça, de l'alcool, de la drogue. Et je peux te dire qu'il y a beaucoup de mes petits frères qui sont dans le même registre. Tonton Mobjek, il est aussi clean Kowam. Et de Beto, il le revendique aussi. Vous voyez? Donc il y a plein d'autres, mais et c'est là où il faut qu'on salue ces gars parce que il fait pas bon ménage de le dire. Surtout que ceux qui remplissent des stades et des trucs comme ça, ben, c'est ceux qui parlent d'autre chose. Voilà. Mais moi je peux vous dire que j'en connais plein qui font semblant. Hein. Bon, on va parler aussi de la street crédibilité parce que est-ce qu'on pourra parler de tout ça et parler de la street crédibilité? Restons dans le clash. La street crédibilité, on va parler de ça dans... Donc tu es en train de courtiser le Coran, est-ce que je vois? Oui, tu es en train de le courtiser en mode Coran, est-ce qu'on je viens quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Surtout que j'ai arrêté toutes mes émissions, donc j'ai besoin de parler. Et nous on a besoin d'écouter, on a besoin d'apprendre. Non, c'est clair, pas de souci les gars, c'est un plaisir. Cette génération, on est toujours dans cette génération-là, mais il y a un élément, il y a un fait majeur qui pour moi est aussi important. On est en 2012, le Mali est en crise
crise multidimensionnelle, crise politique, crise militaro-sécuritaire, un pays en guerre, coup d'État, tout, instabilité politique. Et il y a un projet qui sort du lot, qui avait pour but d'apporter un petit peu sa pierre à l'édifice, à tout ce qui est recherche de paix. Et qui prend tout le monde à contre-pied. Et qui prend tout le monde à contre-pied dans l'écosystème du truc. Mais, bizarrement, c'est un projet aussi qui va amener la plus grande discorde entre les acteurs du rap. Non, l'une des plus grandes. L'une des plus grandes, jusque-là. Très regrettable. Oui. Très regrettable. Et le projet s'appelle On veut la paix, qui a amené à la guerre. Exactement. Qui nous a amené à la guerre. Et si vous vous souvenez, les premiers t-shirts, il y avait une faute d'orthographe. Ils ont dit on veut avec X à la fin. Oui. Ça veut dire que le truc était très très mal ficelé. Ouais. Dès le départ. C'est vrai. Et comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je pense qu'à partir du moment où on décide de réunir deux clans qui se faisaient la guerre et que tout le monde n'est pas réuni, je pense que le projet n'aurait jamais dû voir le jour. C'est clair. Ils ont pris des éléments précis dans les clans au lieu de mettre tous les clans en face. Voilà, donc du coup, bon, comme on dit en Bambara, que Nania de base, oui. Mais force est de reconnaître que c'était mal ficelé. La manière dont ça a été ficelé, les personnes qui ont été sollicitées, les personnes qui ont organisé déjà. Qui ont organisé. Et pour moi, c'est mon plus grand... Je sens que tu baisses tes mots. Oui, en fait, parce que pour moi, c'est mon plus grand regret. Parce que je pense que la dualité, je le répète encore sur ce plateau, je pense que la dualité GRR, ghetto, commence à partir. Si on met de côté tout ce qui était trash en termes de propos, en termes de musicalité, en termes de propositions artistiques, c'est la génération qui aurait pu mettre le rap malien sur la carte de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Cette dualité-là. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce son On veut la paix, et avec la dissension que ça a créé après, ça a cassé cette dynamique-là. Au fait, on parle du buzz, au fait. En réalité, c'est ça, au fait, l'histoire du buzz. Qu'est-ce que le buzz? C'est-à-dire, c'est un épiphénomène qui permet d'attirer l'attention pendant un moment précis. Donc, et court, relativement. Extrêmement court, au fait. C'est-à-dire il faut se dire que ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Donc, ça veut dire que pendant un moment donné, ça a permis de braquer les projecteurs sur ces jeunes-là. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui vont apporter et qu'on va raconter même à leur petit-fils. On dira toujours au petit-fils d'un tel que tu as insulté la mère d'un tel. Voilà, c'est les gars aujourd'hui, tu les ramènes 10 ans en arrière, ils vont pas le faire. Et même ceux qui étaient derrière cette idée, ils vont pas le faire. Donc, moi, je les connais tous, parce que ça s'est passé sous mes yeux. Le lendemain de l'enregistrement du morceau, Talbi était chez moi en train de m'expliquer pourquoi il n'a pas participé au son. Parce que moi, je n'ai pas compris. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui se passe et tout. Voilà. Et il était chez moi, il était en train de m'expliquer pourquoi est-ce qu'il n'a pas participé au son. Parce que j'ai demandé à savoir. Je dis, comment ça se fait qu'il y a un projet? Il m'a donné ses explications et je ne dirai pas ce que je lui ai dit et ce qu'il m'a dit. Mais en réalité, bon voilà. J'étais sur le point de te demander. Non, ça c'est des choses que... Et puis ça sert plus à grand chose. Il n'est plus dans le rap. Mais c'est juste pour dire quoi? C'est-à-dire que en Bambara, on dit que fin d'obé abe sininyame ate. Donc maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il vaut mieux construire sa vie artistique sur des choses sûres, qu'on est sûr de ne pas regretter dans quelques temps. Parce qu'on peut en revenir à même ce qui se passe actuellement entre Gaspi et De Beto. Bon, les gens sont en train de dire ça a relancé le rap, mais je pense que les gars, s'ils regardent dans le rétroviseur, s'ils vont quelques années plus tard, je ne pense pas que l'un aurait envie qu'on parle de ses parents ou l'autre aurait voulu qu'on parle de son foyer. Vous voyez, donc je pense que, voilà, mais après les artistes sont les artistes et les règles du jeu. C'est-à-dire tu peux rester sage, posé ici dans ton studio à faire ton truc, quelqu'un va se lever de matin et va dire « Ouais, ton père, ta mère... » Voilà, le risque zéro n'existe pas, mais il y a des choses quand même qu'il faudrait qu'on évite de... N'essayez pas dans les barres de commentaires. Mais de toute façon, le public aime le sang. Depuis l'Antiquité. Ça, on l'a dit. Voilà, vous l'avez dit, c'est-à-dire les gladiateurs, c'est pas pour rien que le public aime le sang.
Voilà, il faut que les gens s'affrontent. Et même dans tous les courants, la littérature, comme on appelle les expressionnistes, qui faisaient face aux je sais plus quoi, les parnassiens, je sais plus quoi. Les parnassiens face aux romantiques. Aux romantiques, etc. Voilà, les courants s'affrontent. Hein. Même au niveau des peintures, les expressionnistes. Donc ça existe, dans le hip-hop n'échappe pas à ça. Et surtout que c'est une culture un peu centrée sur soi, où on parle de soi. L'ego a beaucoup de place. Exactement, comme chez tous les artistes, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Et ça nous amène un petit peu vers le dernier point de notre discussion. C'est les conséquences. Les conséquences d'un clash, en fait. Comment on doit se comporter? Par exemple, moi je me dis, à la fin d'un clash, ou pendant un clash, il y a une période où il y a un gros buzz. Ouais. Comment on doit se comporter face à ça? Et par la suite, en fait, quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur la carrière déjà, pas sur la vie, mais la carrière du rappeur? Il faut avoir un coup d'avance. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Pendant le clash, on prépare l'après-clash. Là, c'est le seul moyen de s'en sortir. Ou alors, on décide de rester que dans le clash, comme un certain E2OBA. Moi, je pensais que tu allais dire Gaspi, quoi. Il faut rester. Gaspé, à un moment donné, il n'avait pas de clash. Là, ces derniers titres, là, c'était vraiment... Et d'où le petit baisse de régime, je pense. Voilà, donc c'est l'une des conséquences, tout simplement. C'est-à-dire que quand on te connaît dans un... C'est valable pour le clash, c'est valable pour tout buzz. C'est pour ça, des fois, il y a des artistes... Je vais vous prendre un artiste, par exemple, comme Corneille. Vous voyez, Corneille, on nous a vendu une histoire... un Rwandais, des machins, ses parents sont morts au génocide, etc. Il chantait bien, il nous a tous émus. Ça a pris 5, 6, 7, 8 ans, machin. Mais aujourd'hui, Corneille, c'est difficile. Parce que à partir du moment où tu as vendu une histoire, il faut créer une nouvelle histoire. Voilà, mais alors que si c'était imposé que par son talent, par ses mélodies, par la beauté de sa parole, sans qu'on raconte une histoire derrière, ça aurait cartonné. Et autre exemple, Kenan. Celui qui a fait Waving Flag. Oui, bon, on a dit oui, c'était un Éthiopien, Somalien, ou je ne sais pas quoi, qui a échappé à la guerre. On nous a vendu une histoire comme ça. Donc et plein de remixes de ces sons. Voilà. Plein de remixes. Mais après. Mais non, aujourd'hui. Mais non, parce que tu peux rien raconter derrière. Vous voyez, alors que si c'était imposé par son talent, à part sa musique, comme un Ed Sheeran ou n'importe quel, ben c'est des gens qui durent plus longtemps. Donc c'est la même chose comme le clash. C'est-à-dire que c'est des effets, c'est comme une flamme. Et la flamme, à un moment donné, elle s'éteint. Ou alors tu te spécialises dans ça. C'est-à-dire que chaque jour, tu trouves quelqu'un, tu l'attaques, et tu l'attaques. Mais il faut avoir les moyens de sa politique. Et c'est ce que Booba fait magistralement. Exactement. Mais Koro, moi j'avais une question en fait. Tu vois, Kenan, moi je l'ai suivi à un moment. Il n'y a même pas longtemps, je l'écoutais encore parce que le son, j'étais nostalgique. Mais il n'était pas nul, il n'est pas du tout nul. C'est un bon chanteur. Oui, on est d'accord. Mais est-ce que tu penses que le buzz... En fait, le fait que tu aies une trop grande flamme autour de toi quand tu débutes, ça fait que même quand tu fais des projets potables après, tu as du mal à percer. Non, ça dépend en fait. Après, il n'y a pas de science exacte, il y a juste une analyse historique et platonique de ce qui s'est passé. Kenan est très très talentueux, c'est quelqu'un qui est venu à Bamako d'ailleurs. Il est venu à Bamako pour le festival Paris-Bamako, je l'ai interviewé et tout. Mais il est dans le registre avec lequel il est venu ici. C'était une espèce de live avec quelqu'un qui faisait du tam-tam et il rappait dessus, mais comme jamais. Il est fort. Voilà. Mais sauf que quand ta flamme va au-delà de ta carrière de base, donc tu ne peux plus exister. Au fait, c'est-à-dire que ta carrière ne peut être que descendante. Tu vois, elle ne sera plus. Tu as été trop haut. Tu as été trop haut et ils n'ont pas trop eu vite. Trop haut, trop vite et il n'y a pas les moyens de te maintenir à ce niveau-là. Et je mets Kenan, Corneille au même niveau qu'un gars comme Stromae. Stromae, c'est un artiste extrêmement talentueux qui est arrivé, qui a fait boum. Mais après, le génie, le gars, il a quand même le génie de se régénérer chaque fois. Il se régénère chaque fois, après c'est Papa Outé, après il arrive avec un autre truc où il est en général, il se transforme, etc. Il a fait une maladie, il revient, chaque fois il crée des personnages. Le génie est chaque fois au même niveau. Oui. Donc il faut être sûr de pouvoir se maintenir. Vous avez vu ce dernier clip où il est comme une espèce de communiste avec... Ça c'est du génie ça. Ouais, chaque fois il se... Et même sa présence dans les médias,
où quand il fait Racine Carré avec tous les mêmes, il joue sa dualité homme-femme. Ouais. Et son dernier album où il raconte sa dépression sur le plateau du JT Télé, c'est ça, il faut ça, être c'est à la génial. hauteur. Oui. Il faut toujours être à la hauteur. Si tu arrives, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir la politique de ses moyens. Si tu arrives à faire un buzz, tu vois, supposons que c'est le clash. Si tu veux te faire connaître par le clash, ben dis-toi que soit tu prépares quelque chose d'équivalent qui va te permettre de te maintenir, De maintenir le clash. voilà, mais en te disant toujours que on va toujours te ramener à ce clash-là et ça, tu vas l'assumer. Ou alors, tu crées des choses à la même hauteur où tu te dis que peux tu faire continues passer de le faire cap que du du clash. Ok. Comme Booba le fait, et n'importe qui sort, il t'allume. Booba, quand il s'est attaqué comment on appelle, à IAM et NTM, il fallait avoir les Corollets pour le faire. Ouais. Tu vois, il dit c'est de l'antiquité. Ouais. Il n'a rien dit de grave, il dit que c'est de l'antiquité. Antiquité. Voilà, il dit qu'il les écoute plus. Mais ça, ce sont les patrons, les intouchables. Mais après, il s'attaque à ses petits frères, il s'attaque à la Fouine, il s'attaque à Caris, il s'attaque à tout le monde. Il s'attaque à Nino. Il s'attaque à Nino, et voilà. Ça me rappelle c'est une certaine situation qui se passe récemment. Là, un rappeur ayant dit il écoute plus l'autre, Laure Machiavelli qui dit qu'il écoute plus Yawan et c'est parti en une sorte de clash. Oui. Après, ça devient facile en fait. Dans le milieu du rap, je vois que c'est très facile en fait. Il faut juste avoir une bonne raison de commencer un Ouais, clash parce qu'en fait, et n'importe c'est quoi peut aller Ah, c'est comme, à des extrêmes. c'est comme tout milieu artistique. Les artistes ont des égos. Les artistes ont des égos. Quiconque a travaillé ou a traîné un petit peu dans ce milieu-là, tu sais, les artistes ont des... Moi, je me rappelle, à l'époque, la grande époque, j'ai un Ghetto Cafri, c'était la bataille pour savoir, par exemple, sur un événement où ils doivent prester les deux, c'était la bataille pour savoir Qui a ramené qui plus passe de en monde. premier. Ah, ok. Qui passe en premier. Ok. Aucun groupe veut passer deuxième. Non, premier plutôt. Quand tu passes en Non, dernier, ça veut dire que ils t'as veulent, non, plus eux, de ils points, veulent non passer premier, Non, faire non, le ils truc. veulent pas. Ils veulent Ah, ils passer demandent le aux gens de truc. rentrer à la maison après exactement, eux. exactement. Ah, ok. Ouais, c'est vrai. Exactement. C'était les artistes ont leur ego et dans le milieu du rap, qui a encore une musique de compétition, il suffit d'une petite phrase pour que. Et les réseaux sociaux, il faut savoir les utiliser. Il faut vraiment savoir les utiliser. Et bon, on est tous à l'apprentissage, hein, que ce soit ici ou ailleurs. Et bon, après, je pense que les jeunes font partie de, en tout cas dans le paysage artistique malien, les rappeurs sont ceux qui maîtrisent le mieux. Donc ça, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois à certains responsables qui ont tendance à nous prendre de haut. Donc c'est vrai que la culture urbaine, la culture rap a beaucoup à apprendre des autres cultures maliennes qui existent, mais en ce qui concerne le contrôle des nouvelles technologies de communication, Internet, etc., nous avons des leçons à enseigner aux autres. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble. Chaque fois que j'ai l'occasion de discuter dans des forums ou de l'artisanat ou des choses comme ça, je dis il faut que nos artisans, nos artistes, nos stylistes, designers, arrêtent de regarder le rap avec condescendance. Et on se rend compte de plus en plus quand on voit des collaborations de certains de nos jeunes stylistes avec les rappeurs. Parce que c'est eux qui ont le plus grand... C'est eux qui vont consommer, c'est eux qui parlent à la plus grande frange de la population. C'est eux qui dont donnent la ils plus sont grande issus. visibilité. Mais donc voilà, je pense qu'à un moment donné, le ministère de la Culture, le ministère de l'Artisanat et du Tourisme gagnerait beaucoup à travailler avec les jeunes rappeurs. Ce que tu dis est tellement vrai quand on regarde le premier album de Suspect 95 où de la couverture jusqu'au clip, tu as autant d'arts qui sont représentés, autant d'arts et d'artistes qui sont représentés en plus de lui-même. Hein. Il y a le style vestimentaire, il y a la scénographie des différents clips, les plans, le décor, la cover de l'album. Tout ceci est artistiquement pensé et pas par lui seul, par d'autres artistes. Ah bah oui, c'est un travail de groupe. Et chez nous, on peut se taper la poitrine avec un gars comme Yang BG. Ouais. Qui carrément s'est attaqué à un instrument traditionnel. Ouais. Et j'ai vu des vidéos là où il a monté des cornes sur des motos, j'ai halluciné. Ah, le teaser de son dernier clip là qui va sortir. Ah ouais, et donc on va lancer un énorme big up à Yang BG. À Yang BG, mais surtout le gars qui est derrière. Daddy. Monsieur Djambana. Attends, on parle pas du même clip donc? Si. Je parle pas de la réalisation du clip, je parle de la vision artistique, le visuel de Yang BG. Sa transformation. Il y a un monsieur qui s'appelle Djambana qui est le DG du Palais de la Culture. D'accord. Oui, je connais. D'accord. Donc il y a ça aussi, c'est important. En fait. C'est-à-dire que
rien n'est gratuit, en fait. C'est ça qu'il faut que nous comprenions dans ce game. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un seul dans sa chambre qui le fait. Ça, c'est pour le public. Mais en réalité, entre professionnels, il faut savoir qu'il faut un directeur artistique, il faut un réalisateur d'album, il faut, comme on appelle, un média, comment on les appelle là, un community manager. Voilà, il faut un directeur artistique. Il faut même un média manager attaché de presse qui connaît les organes de presse traditionnels et qui va permettre de donner une plus grande exposition. Il faut une direction artistique. C'est clair. C'est-à-dire qu'il faut une direction artistique. Quand on voit Kings and Queens de la famille, comment on appelle, Carter, de Jay-Z et Beyoncé, ils ont engagé des boîtes de com françaises, américaines, qui se sont rabattues sur des boîtes de com africaines, qui ont engagé des structures, comment on appelle, culturelles, pour leur faire des propositions de stylistes, pour faire de l'album visuel. Et c'est pour ça qu'on retrouve l'une de nos plus grandes créatrices, Awa Meite, des tenues d'Awa Meite qui sont portées dans des clips. C'est comme ça que ça se passe. Et ça se fait pas comme ça. Il faut pas que tout le monde fasse comme Jay-Z. Mais rien ne t'empêche, toi, d'aller voir un J.K. Dressing, ou d'aller voir une Maria Bokoum, ou d'aller voir une Sonami Satera Dikalouk. Voilà, pour te... Shout out à ma mère. Tu vois, donc, pour te sortir des tenues, quoi. Pour habiller ton clip. Et c'est pas cher payé. Et de changer l'image et de rester authentique. J'ai envie de dire, vu l'argent qu'on claque dans le milieu du rap, dans autre chose, clairement... Et je pense que beaucoup ont compris. Quand tu regardes le clip d'un Busy One, quand tu regardes le clip d'un Malaké, tu sens que les gars... Malaké, il y a Hakim Soul qui a travaillé là-dessus. Et j'ai aussi vu Kacha qui a défilé pour Hakim Soul pour le Malibot. Oui, le Malibot Show, oui. Je ne sais pas si c'est exactement Hakim Soul, mais non, il a genre pour une marque qui a défilé à l'événement de Hakim. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut que nos artisans, nos artistes... Qui font des crosses en fait. Qui font des crosses, rappeurs, stylistes. On est obligé. Ouais. On est obligé, c'est le seul moyen pour nous d'exister au fait. C'est-à-dire, comme le disait Sankara, le seul moyen de vivre libre, c'est de vivre africain. Donc il faut que nous vivions au Malien, parce qu'on ne pourra jamais... Et ta tenue le représente déjà. Ah ben oui, moi j'essaye depuis un certain moment de parler quand il y a la lumière. Tout ça, c'est bien beau. Je pense que c'est le podcast que je ne vais pas du tout regretter de l'avoir fait. Au vu de l'information, des informations. Moi, je pense que le public, il sera dans le même état que moi. Tout le long, je vous regarde parce que moi, je ne fais que apprendre. D'habitude, je suis là, je parle, je donne mon point de vue. Mais là, franchement, quand quelqu'un parle et que la personne t'enseigne, tout ce que tu peux faire, c'est avoir l'humilité. Je pense qu'en fait, sur la chaîne et c'est agréable, en fait. Sur la chaîne c'est le plaisir est pour moi. C'est agréable. Je pense que sur la chaîne même, on va essayer de créer un podcast dédié qui s'appelle Héritage. Ah ouais, ce serait intéressant. Pour qu'on fasse passer des personnes de la trempe des personnes ressources, pour que en fait justement l'idée c'est, comme on l'a dit, c'est d'avoir un média pour le rap, pour la culture hip-hop malienne. Maintenant, il faut que on sache ce qui s'est passé, qu'on se dise que ça ne vient pas du néant, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, il y a eu un processus. Qu'on soit au fait du processus et qu'on se base sur ça pour construire l'avenir. En tout cas, Job, merci d'être passé. Et on compte te revoir très bientôt, très bientôt, si le calendrier nous permet, parce qu'on sait que le Koro, il est... Non, franchement, c'est non. C'est un honneur. Koro, il est venu depuis longtemps. Nous, on a eu quelques soucis techniques, on n'a pas pu commencer quand on le voulait. Et je suis obligé de le mentionner. Mais la patience force le respect, franchement. Merci beaucoup. Comme tu le disais tout à l'heure, moi, je me dis, non seulement ça nous permet de savoir, en fait, d'où on vient, d'où tout ce mouvement vient, l'histoire de ce mouvement. Mais moi, par rapport à tout ce que j'ai appris aujourd'hui, ça permet aussi de mesurer, en fait, on va dire, la portée de certains actes. Que, notamment, si tu ne sais pas ce que l'histoire a fait, ce qui s'est passé dans l'histoire, tu peux être tenté de les faire et ce n'est pas forcément une bonne idée. Ouais. Comme on a décidé de parler de clash aujourd'hui, et le Coran nous a parlé de l'après-clash, de tout ce qu'il faut préparer, est-ce que ça peut faire de bien ou pas une carrière. Et je pense que notre auditoire va voir et saura juger des prochaines actions. Des rappeurs verront certainement et ils pourront décider de ce qu'ils feront de leur carrière et si
certaines décisions qu'ils prennent sont discutables ou non à leur niveau. Et moi, j'ai beaucoup appris. C'est ça le but des escapades. Donc, je laisse le Coro parler. Conclure. Pour nous dire... un mot de la fin. Un mot de la fin, surtout. Ouais, ce ne sera pas un mot, ce sera plusieurs. On s'y attendait. C'est moi qui vous remercie, les gars, parce que ça fait toujours plaisir de venir échanger avec des cadets qui ont décidé de nous emboîter le pas. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis venu trouver des aînés, notamment Abbas Amasekou, Ismaël Balo, et notamment l'un de ces aînés-là qui nous a quittés de manière très brutale, Dieudonné Dako, qui a fait énormément pour une partie du mouvement que nous n'avons pas intégré immédiatement, parce qu'à un moment donné, quand le hip-hop a commencé à devenir quelque chose de très populaire, et que nous n'avions que 30-45 minutes, nous avons mis des filtres, et beaucoup passaient d'abord chez lui avant de venir chez nous. Donc il a fait un travail énorme, il nous a facilité beaucoup de choses, on a eu beaucoup de collaborations, et je voudrais lui rendre hommage, lui et toutes ces personnes qui sont passées avant nous, qui sont parties plus tôt, soit arrachées à notre affection de manière brutale, ou qui ont décidé d'aller faire autre chose aussi. Voilà. Et je voudrais leur rendre hommage à travers votre antenne. Et ce que je peux dire par rapport à votre thématique, c'est qu'aujourd'hui, il faut que nous fassions des choses qui nous ressemblent. Nous, quand même, beaucoup de gens nous interpellent, on dit que vous avez votre part de responsabilité, c'est vous qui avez fait la promotion de ce mouvement, voilà, les gens insultent, les gens insultent. Nous disons quoi? Nous disons qu'effectivement, je pense qu'il faut que les gens soient responsables de leur ligne éditoriale. Jamais vous n'avez vu dans Génération 21 des gens insulter. Jamais vous n'avez vu quelqu'un prendre quelqu'un par son nom et dire des choses sur eux. Nous, c'était notre ligne éditoriale et il faut que nous respections dans ce sens. Et il y a le fait aussi qu'il faut qu'on explique aux rappeurs, et nous le faisons chaque fois que nous pouvons, je n'ai pas besoin de le dire ici, combien de fois Abba a eu des altercations avec des rappeurs, combien de fois Abba, sur des scènes, a interrompu des concerts, il a dit non, ça c'est des propos que je ne peux pas assumer sur une scène où je suis, et ça lui a valu ce que ça lui a valu. Combien de fois, moi-même, à titre personnel, sur les antennes de mes émissions, en direct, j'ai dit « Oh, on arrête tout de suite, ça, c'est pas possible ». Donc, il faut qu'on ait aussi cette responsabilité-là et ce professionnalisme dans ce secteur, mais surtout que les rappeurs se disent qu'il ne faut pas que leur art, leur musique, fasse qu'ils aillent donner en pâture des personnes qui n'ont rien demandé, c'est-à-dire les membres de leur famille. Leurs parents. Voilà. Donc ça, je pense que... Et si les uns et les autres pouvaient avoir ce petit recul-là, ce serait bien pour eux, mais surtout pour notre culture, pour notre pays, quoi. Alors ça, c'est ce que je voudrais dire et je vous remercie. Je pense que rien à ajouter. Bah, surtout que nous, on voulait conclure le chapitre de ce clash qui se passe là maintenant. Je pense que c'est les plus... On va dire, c'est les plus belles phrases qu'on aurait pu dire par rapport à cette situation-là. Merci beaucoup. Merci. Et on n'a que ce mot-là. Merci. On va continuer avec la transmission, on va continuer avec le partage, aller à la recherche de l'information. J'avais même oublié de la partie en fait. Je vous ai endormi. En fait, je suis toujours dans l'émotion. Les gars, c'est le hip-hop, c'est pisse. En fait, il faut arrêter de m'inviter parce que je suis trop vieux maintenant. Alors, la famille... C'est ce que je disais la dernière fois, c'est que, tu vois, quand je vois mes petits frères... qui se s'égouent sur du Kobalade, sur du Nino, sur du Niska et tout. Regardez d'où faire l'ancien. Non mais je suis désolé. Moi je suis plus âgé que Kobalade. Moi-même je suis plus âgé que Kobalade. Déjà. Moi je suis plus âgé que Kobalade et Kobalade est plus âgé que mes petits frères qui l'écoutent. Donc c'est tout à fait normal, je peux te permettre. Et j'aime à le rappeler, on a fêté les 50 ans du hip-hop. En 2023. Voilà. Et il parle comme si c'est lui qui avait 50 ans. Non, on a fêté les 50 ans du hip-hop. Ça veut dire que ces gens qui ont créé ce mouvement-là, à tout casser, s'ils avaient 16-20 ans, aujourd'hui, ils ont 50 ans. Non, s'ils avaient 16-20 ans, ils ont 67 ans. Voilà, 65 ans. Donc, le hip-hop, je suis désolé, c'est un truc de vieux. Ça le restera. Et n'empêche, ça passera à travers les temps. Ouais. Chaque génération va apporter son petit plus. Mais il n'y a pas d'exclusion d'âge maintenant en ce qui concerne le hip-hop parce que
les premiers hip-hoppers, bah, c'est des vieux maintenant. Voilà, la famille, vous savez, vous connaissez déjà l'adresse, l'escapade du Capitaine sur Creative Mag. Aimez, commentez, on va dire, donnez votre point de vue en commentaire, évitez les insultes, partagez avec les personnes que vous savez intéressées au sujet et n'arrêtons pas d'apprendre. À une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, Captain. Yep.